Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre podcast santé, donc le podcast du Codes 83. Aujourd'hui, sur une thématique liée à l'alimentation et à la précarité. Donc, comme d'habitude, je suis accompagnée d'un collègue à moi du Codes 83 et un invité extérieur. Et du coup, donc je vais laisser nos invités se présenter. Donc, je te laisse te présenter, Lionel. Eh bien, je suis Lionel Poulet, chargé de projet d'ingénierie au CODES 83 depuis presque 6 ans et je suis très impliqué sur les projets qui concernent donc l'alimentation et notamment la précarité. Je travaille sur le projet Restaurer l'autre qui a pour but de former et d'accompagner les professionnels et bénévoles du territoire à la sensibilisation et l'accompagnement en fait d'animation et autour de l'alimentation en situation de précarité. Et également sur un projet qui s'appelle PRAPS, qui est pour intervenir vraiment auprès du public, auprès d'un public qui est dit en situation de vulnérabilité. Ok, merci Lionel. Et du coup, nous sommes accompagnés par Monsieur Gatoulot, qui est président de la Banque alimentaire du Var, mais il va mieux se présenter plus en détail. Oui, bonjour. Oui, tout à fait, président de la Banque alimentaire du Var. Le département est vaste et également on franchit les frontières, on est également investi dans la région, mais principalement le Var pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Et je suis président de la Banque alimentaire depuis 6 ans, voilà, aujourd'hui. Et on pourra parler de... Et on a beaucoup de projets, et dont un en particulier avec le CODES, et ça nous intéresse beaucoup. Oui, voilà, donc aujourd'hui, on va un peu parler donc, de la situation actuelle en France, mais plus particulièrement aussi dans le Var par rapport à la précarité alimentaire, et du coup de faire le lien aussi entre la Banque alimentaire du Var et les projets aussi du CODES 83. Donc, est-ce que déjà, pour un peu introduire donc, cette émission, de nous parler un peu de la situation actuelle de la précarité alimentaire dans le Var? Oui, ça va être des chiffres, ça c'est nécessaire. En 6 ans, on a doublé le nombre de bénéficiaires dans le Var. Nous étions à 30 000 fin 2018, on est à 60 000, 58 000 exactement aujourd'hui, en fin 2023. Donc, quand je dis 100%, c'est 100% de précarité, clairement identifié. Alors, la Banque alimentaire, c'est 92 bénévoles permanents, c'est 6 salariés, c'est 2000 mètres carrés d'entrepôt, c'est 2800 tonnes, 850 tonnes exactement l'année dernière, distribuées, ce qui représente à peu près entre 300 et 400 kilos par bénéficiaire et par an. Mais surtout, ça représente 5 702 000 repas servis en 2023. Je dis bien 5 702 000. Et cette courbe ne fait que grandir, que grossir. Et nous avons, donc ça fait 14% entre les 2 dernières années, 2022-2023, des déficits au niveau de l'Europe, pour des raisons pas forcément financières, mais d'organisation. Les guerres ont impacté largement les circuits de distribution. L'agro-industriel, lui, prend ses précautions, donc évite de soumissionner au moyen terme, parce qu'il ne maîtrise pas les paramètres ni de l'inflation, ni de la production, la sécheresse, les inondations, en dehors des guerres, etc. Donc on a chuté de 40% les approvisionnements européens. Et on a réussi malgré tout, grâce à un fort démarchage commercial, entre guillemets, commercial, c'est plutôt du don, sur l'Hexagone, qui nous a permis de compenser et d'arriver à l'équilibre. C'est-à-dire que les 3 dernières années, on a maintenu le niveau de distribution alimentaire par bénéficiaire par semaine et par mois, qui est l'équivalent de 20 kilos, 22 kilos exactement par mois par bénéficiaire. Donc on est heureux de ça, on a une belle équipe, ça marche fort. Hein. C'est malheureusement une entreprise qui se développe, je dis bien malheureusement. On aimerait l'inverse, mais... Donc on a orienté, en dehors de la prospection denrées, parce que ça c'est fondamental, hein. Il nous faut trouver tous les circuits de distribution. Alors la grande distribution, malgré qu'elle
veuille, je dirais, participer, elle n'est plus à la hauteur de nos attentes. Pourquoi? Parce que la loi Garot, en 2016, a fait chuter largement la qualité et la quantité de distribution dans les magasins. Quand vous rentrez dans une grande surface, vous voyez toujours des gondoles avec des ristournes à 50, 70%, etc. C'était toute la marchandise que nous recevions, nous, pour, donc, on va dire, à J+2. Aujourd'hui, tout ce qui est en gondole profite évidemment des gens qui ont peu de moyens, et ça, tant mieux. Le soir, ils soldent le reste avec des paniers à 1 euro, 1,50 €, et les invendus, qui ne sont pas périmés, mais à la limite du jour, nous sont remis le lendemain. Donc on a une chute de 50% en qualité et en quantité de ces produits-là. Alors, voilà, ça c'est un constat et on en parle avec eux. Et bon, l'État, je dirais, limite les défiscalisations aussi par ce biais-là et force la grande industrie, enfin la distribution, à mieux gérer. Bon, on ne peut pas critiquer. L'anti-gaspi est un mot que j'aime pas tellement parce qu'il est prétexte à beaucoup d'échappatoires sur le boarding. Mais bon, c'est ça, c'est un beau mot à la mode. L'anti-gaspi, effectivement, il y avait des grandes distributions qui jetaient, mais beaucoup ne jetaient pas parce qu'ils défiscalisaient. Donc un produit qui est dévalorisé à 50%, il est quand même défiscalisé à hauteur de sa mercuriale, de sa valeur réelle. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise affaire. Donc bon, mais la grande distribution fait son job et on ne peut pas se permettre de critiquer. Donc ça, c'était vrai. Surtout qu'on a des aides vraiment de plateforme, alors, de la grande distribution, des plateformes comme Intermarché à Brignoles, qui toute l'année nous approvisionnent en fruits et légumes et nous sauvent la mise si on n'avait pas ce type d'organisation. Carrefour participe beaucoup également. Et puis bien sûr, au day-to-day, on a Leclerc, Casino qui va être repris par Intermarché et Auchan, enfin tout le monde s'y met. Mais c'est plus ce que ça a pu être et ça nous pose des problèmes de fond. Qu'on est en train de résoudre quand même grâce aux aides partielles de l'État et des collectivités aussi, que ce soit le conseil départemental, la région, MTPM. Donc voilà, on essaie de s'en sortir. Et au-delà de ça, on a un projet imminent. On en a beaucoup parlé avec M. Poulet, Lionel, qui m'a beaucoup aidé à le coucher sur papier, parce que les mots ont un sens, et la spécialité de la banque alimentaire, ce n'est pas forcément l'ouverture à la santé, bien que ça soit dans l'idée. On était parti sur le lien social, et on a construit un projet associatif qui est un atelier de cuisine et de transformation. Alors, la base, c'était le lien social, c'est former nos 85 associations partenaires à mieux cuisiner les denrées que la banque alimentaire met à leur disposition. Parce que c'est eux qui redistribuent. Donc, ils donnent conseil à leurs bénéficiaires de comment préparer mais tout ça est très compliqué parce que quand vous prenez aujourd'hui 40% d'augmentation du coût de l'électricité, vous imaginez un bénéficiaire faire un plat qui va durer 2 heures au four, il ne le fera pas. Donc évidemment, on est dans le micro-ondes, on est dans une autre formulation pour préparer tout ça. Et ce lien social, il est aussi pour remettre à niveau certaines compétences et revaloriser le bénéficiaire qui ne se sent pas toujours redevable. Donc ça le fait participer, il y a un collectif qui s'assemble, etc. Et c'est en fait un laboratoire, c'est une ouverture, le lien social. Et au-delà de ça, on a changé aussi, enfin, on n'a pas qu'on a changé, on essaye d'améliorer l'approche de l'alimentation. J'ai un ami médecin biologiste qui m'accompagne dans ce raisonnement, et on s'est recollé au camembert nutritionnel classique, idéal. Et du coup, on a des services informatiques qui sont performants chez nous, et on réussit à pouvoir analyser ces paramètres en fonction de ce camembert idéal. Et on s'aperçoit que, par exemple, et ça colle à la réalité, un simple graphe vous permet de constater ça, des produits qui nous font réellement défaut, comme les produits laitiers et comme les produits carnés, les protéines, etc. Donc c'est un camembert qui répartit les différentes familles d'aliments qui sont nécessaires à un équilibre alimentaire. Absolument. Et donc, en voyant ça, ça nous permet de nous concentrer davantage sur les produits qui nous font défaut et d'alerter les collectivités quand on a vraiment des soucis majeurs.
Il y a des organisations qui sont sensibles, hein, comme la CPAM, qui voient bien qu'au niveau de la santé, si on peut nous aider, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Là, ils participent depuis 2 ans, 3 ans. Et ça nous aide, nous, à sélectionner les produits. Et ce camembert nutritionnel, il est la référence pour notre guideline, pour l'atelier de cuisine et de transformation. Ensuite, il y a, j'espère ne pas être trop, je ne veux pas être exhaustif, mais le gouvernement a programmé en 2023, pardon, Madame Elisabeth Borne avait avancé ce qu'on appelle le programme Mieux manger pour tous. En fait, c'est de l'alimentation durable. Il y a eu 60 millions de débloqués au niveau national pour essayer de favoriser les circuits courts et promouvoir les produits bio, en tout cas labellisés, de meilleure qualité. Ce n'est pas une mince affaire, hein, parce qu'il faut organiser après. Je vois sur le département du Var, par exemple, on a créé un poste régional qui nous permet, qui s'appelle un prospecteur régional qui coordonne la relation avec les programmes alimentaires territoriaux. Et on va essayer d'approcher tous les producteurs, faire des zones de massification et récupérer. Alors la production dans le Var, elle est minime. Mais peut-être qu'en leur garantissant des rachats, ça leur permettra de progresser aussi. Donc il y a ce programme qui se colle, il est en fruits et légumes. Il n'y a pas d'industrie dans le Var, hein, donc on n'a pas grand-chose comme... je parle de l'agroalimentaire en général. Donc il faut aller au-delà de nos frontières pour essayer frontières régionales bien sûr, pour essayer de trouver mieux. Donc ce programme, ce projet associatif, il est aussi ouvert pour inciter des RSA qui auraient envie de pouvoir évoluer et trouver des emplois. Donc avec l'aide du conseil départemental, on étudie ce sujet pour former une dizaine ou une douzaine de petits cuisiniers, je dirais, hein, pour la cuisine secondaire, hein, les styles cantine scolaire ou autres, Auchan et je connais plus toutes les marques de petites restaurations, mais ça, une dizaine d'emplois comme ça par an, en plus, nous permettrait je dirais, de mettre en valeur les compétences des gens. Et même la Fédération des étudiants de Toulon, hein, qui sont partenaires chez nous, il y a des étudiants intéressés pour évoluer dans ce monde-là aussi. Donc, c'est un vaste projet, mais grâce à M. Poulet et son aide, et je pense qu'à la formation, si l'éducation, c'est important. Si je suis convaincu, il faut expliquer les choses, et nous, on n'a pas toujours les mots. Oui, c'est vraiment pour réussir à montrer l'importance du lien social en fait dans la notion de santé en général, et que le côté lien social en fait est un déterminant majeur en fait de la santé en général. Et c'est qu'à travers votre banque alimentaire, du coup, à travers cet atelier cuisine, c'est un peu ce que vous cherchez à faire, c'est-à-dire que garder votre mission principale qui est fournir de l'alimentation en fait à des personnes en situation de précarité. Et là, d'ouvrir, en fait, avec un lien social qui permettrait même d'améliorer les compétences de certaines, et donc, du coup, potentiellement, de pouvoir retrouver un travail ou d'améliorer, en tout cas, simplement les compétences. Oui, tout se lie, de toute façon, entre la santé et le social, on ne peut pas faire deux catégories à part, quoi. Tout est clair. Tout est ensemble, quoi. C'est clair. Et il y a aussi rendre un peu la dignité aux gens, ça c'est fondamental, on l'oublie toujours. Alors nous, on a aussi, comme on est plateforme logistique, nos bénévoles n'ont pas forcément contact avec les bénéficiaires en direct, parce que ce sont les associations. Donc nous-mêmes en interne, on fait je dirais, pas de l'éducation, mais on explique toujours ce que vous avez fait, quand c'est bien fait, voilà à quoi ça sert, quoi. C'est fondamental. Alors une relation, on a une très bonne équipe. Elle est très conviviale et on crée l'événement à chaque fois que ça se passe. On a fait ce week-end une collecte avec le Lions Club. Enfin, c'est le Lions Club qui a organisé une collecte pour nous, tout le samedi. Donc, tous les employés de la banque alimentaire, et bon, bien sûr, tout le réseau Lions Club du Var étaient sollicités. Ils sont magnifiques, ces gens. Ils nous font ça chaque année et on adore travailler avec eux parce qu'ils ont cet esprit. C'est un club service qui est très ouvert à l'humanité. Et pour en revenir sur le côté cuisine,
Parce que, bon, côté cuisine, une fois qu'on a dit ça, c'est pas vraiment ce que ça veut dire tout seul. C'est aussi la santé. Alors, on pensait au diabète, Mmh. on pensait à l'obésité, parce que souvent on reçoit des denrées comme des chips, on reçoit des quantités de chips. Bon, ben, ça peut bon, pas dire que ça soit toujours bien. Alors, l'Europe, depuis, moi, ça fait 10 ans que je fais de la distribution alimentaire. J'avais une association avant. C'est toujours les mêmes produits depuis 10 ans. Ils n'ont pas évolué. Toujours les haricots, toujours les machins, toujours les lentilles. Alors, on est resté sur une monotonie de denrées qui, heureusement, aux collectes que nous faisons, nous, la collecte nationale au mois de novembre, fin novembre, et cette collecte nous donne de la variété. Et chaque fois qu'on a une enveloppe d'une institution, on achète quelque chose qu'on n'a pas. Alors, on a oublié dans tout ce schéma, et ça c'est très important de le dire, les bébés. L'Europe ne fait rien pour les bébés. La France ne fait rien pour les bébés. Je parle au niveau dotation. Hein. Ouais. Donc, il faut se débrouiller pour trouver. Alors, dès qu'on a un réseau, grâce à la Fédération française des banques, on a un réseau de contacts. Ça s'appelle c'est du clic-don. En fait, c'est un don. On ne fait qu'un clic sur informatique. On arrive à trouver de l'agro-industriel qui, défiscalisant, nous permet d'avoir des petits pots, des couches, etc., mais pas suffisamment en quantité. Et donc, ça, c'est une vraie bataille. Les bébés sont complètement oubliés du système. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous faites des collectes, parce que je crois que c'est une fois par an, je crois, c'est ça. Dans le supermarché, donc pour tous ceux qui nous écoutent, donc ce serait intéressant d'acheter des pots bébés, Absolument. en fait, tout ce qui peut être attaché aux produits liés à... D'accord. Oui. C'est ça, c'est très important. C'est vrai qu'on le fait en tant que donateur. Oui, c'est pas le truc auquel tu penses en premier. C'est vrai que on le dit à l'entrée des magasins. Mais après, si vous voulez, bon, c'est un peu plus cher. Alors, il y a des gens qui, très gentiment, nous sortent avec un paquet de pâtes. C'est une réaction qu'on ne peut pas contrôler. Mais on le dit systématiquement quand même. Et puis, on travaille beaucoup avec des plateformes de grande distribution où on arrive à trouver des petits pots. Là, en ce moment, j'ai réussi à en trouver, mais bon, c'est pas toujours évident. Ouais. Enfin, on est tous les jours sur le pont pour ça, quoi. On a créé un pôle qui s'appelle Pôle Petite Enfance. On l'a créé dans la banque justement pour ne se dédier qu'à ça. D'accord. C'était une vraie démarche permanente. Parce que dans la banque alimentaire, est-ce que vous vous limitez uniquement à de l'alimentation ou est-ce qu'il y a aussi tout ce qui peut être lié à... Moi, je pensais, c'est que j'avais appris ça aussi il y a quelques temps, tout ce qui était protection tout ce qui est périodique. Hygiène, en fait, pour les femmes corporelle et tout. Est-ce que ça, c'est des choses que vous tout gérez aussi Oui, on gère ça aussi. Et il y a une évolution à ce niveau-là. Nous, on a signé des conventions avec des grandes surfaces comme Carrefour, comme... Leclerc, etc., où on reçoit ce qu'on appelle du don non alimentaire. Donc, beaucoup ils s'y mettent beaucoup. Hein, ils peuvent défiscaliser. Avant, ils ne pouvaient pas toujours défiscaliser ces gens-là. Donc, nous, on hérite de tout ça et on redistribue largement l'hygiène. Je ne citerai pas son nom, mais il y a une grosse association varoise qui est magnifique, qui a 4 pôles, dont... des femmes seules avec enfants, une maternité d'urgence et aussi une centaine de personnes en gestion permanente journalière. Donc, ils ont ouvert un hôtel à Saint-Raphaël récemment, un hôtel qu'ils ont récupéré pour faire 39 places de femmes isolées, battues ou non, mais avec des enfants. Et donc, on avait hérité de la part de Carrefour, d'ailleurs, de palettes de linge pour enfants, pour maison, etc. Donc tout ça, c'est parti tout de suite. J'en suis même à collecter les palettes de croquettes pour chiens. Ah ouais. Oui, parce que comme elles sont défiscalisées, qu'on a le droit de les récupérer, je les récupère et je les donne à la SPA qui n'a pas de sous. C'est quand même plus pratique. Et puis, il ne faut pas oublier que les SDF ont souvent des chiens. Et oui. Et donc, j'en donne à une association qui s'appelle Jéricho, qui fait des repas de jour et qui s'occupe des maraudes le soir. Et ça permet de donner des... Alors, tout est lié, on fait tout. Et on est aussi, on a créé un département qui, de produits non alimentaires, mais aussi au niveau de la préfecture, nous sommes sollicités pour la campagne hivernale
et les canicules. Donc on tient à disposition des stocks de produits que eux nous demandent d'acheter, en particulier. Par exemple, le grand froid, on est toujours averti si un problème se pose. On a des duvets, etc. Donc les associations, comme Promosoin d'ailleurs, qui sont sollicitées par l'État, interviennent et c'est nous qui livrons tout ça. Enfin, on gère un peu ensemble toutes ces problématiques et ça crée une relation très étroite avec les services de l'État, qui est une bonne chose. Oui. Une bonne chose. Je reviens par rapport aux bénéficiaires, parce que vous avez dit que ça a pas mal évolué en termes de chiffres. Est-ce que vous avez vu une évolution du profil des bénéficiaires? Est-ce qu'on reste à peu près sur le même profil, plutôt RSA comme on pourrait le penser, ou on parle aussi de précarité étudiante? Est-ce qu'il y a plus d'étudiants? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport au profil des bénéficiaires? Oui, il y a les petites retraites, les femmes seules avec enfants. Il y a beaucoup de femmes seules avec enfants. On a 22% de jeunesse. Alors, si vous voulez, il y a différents chiffres entre 18 et 25. Tout ça est un peu approximatif parce que chacun a sa méthode, que ce soit le conseil départemental ou la région pour calculer. Mais nous, on le constate. Et étudiants, alors, on approvisionne à peu près pour 1000 étudiants par semaine. Ça vous donne une idée. Et donc, on a inauguré récemment un centre de distribution près de l'université de Toulon. Il y en a déjà un sur le campus de la Garde. Donc, nous sommes l'alimentaire et on est très étroitement liés parce que je les ai fait rentrer au conseil d'administration pour qu'ils puissent s'exprimer et nous faire part de leurs besoins évolutifs. Vous avez fait rentrer des étudiants vous avez fait rentrer des étudiants au conseil d'administration. Oui. C'est génial ça, pour avoir une voix. Oui, et oui. J'ai pensé que c'était le mieux, parce que le conseil d'administration est composé de 18 membres. Il y a 6 associations et il y a 12 personnes qualifiées. Donc les étudiants me semblaient nécessaires compte tenu de la représentativité. Oui, au moins ça les représente complètement, de prendre des gens qui sont vraiment dans le cercle. Oui, et puis ils sont très, très actifs, quoi, je dirais. Il y a une belle évolution au niveau de l'université de Toulon, je trouve, au niveau des étudiants, de ce qu'ils font pour les étudiants. Je trouve que ça évolue pas mal, et nous on a un projet justement aussi FacCook, où on fait des ateliers cuisine, et on essaie de se caler justement. On avait posé plein de questions aux étudiants, de savoir qu'est-ce qu'il y avait justement dans ces distributions alimentaires. On pourra vous louer notre cuisine, si vous... on peut faire plein de choses justement. Je cherche justement des partenaires. Donc, j'en parlerai, notre chargé de projet Camille, qui est spécialiste de la santé des étudiants, et c'est vrai qu'on essaye de faire des ateliers cuisine justement par rapport à ces denrées-là. Et parce que c'est facile aussi de donner et après tu sais pas trop quoi en faire. Exactement. Voilà, faut essayer de donner aussi l'envie avec ce qu'on a, d'essayer de faire des choses. C'est très important. C'est ce qu'on travaille beaucoup aussi dans les associations, avec les personnes en situation de précarité, où justement c'est quoi faire des aliments qui sont récupérés, et notamment pour les familles migrantes qui découvrent certains légumes ou autres. Oui, ça change les habitudes alimentaires déjà. Exactement, surtout. On sait qu'on travaille beaucoup aussi là-dessus pour leur apprendre un petit peu à cuisiner, à travailler certains aliments qui sont un peu, on va dire, comme vous avez dit au début, un peu redondants dans l'alimentation. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que pour éviter le gaspillage. Et justement, il y a un exemple assez particulier. Toute la population ukrainienne, elle est répartie dans plusieurs centres, c'est nous qui les avitaillons, ils sont anti-conserve. Ah oui. Okay. La conserve, c'est quelque chose qu'ils abordent. Ils n'aiment pas. Donc, on peut comprendre. Ils sont peut-être habitués à avoir des légumes plus frais. En tout cas, c'est réel. Donc, on essaie de trouver les voies et moyens. Mais la facilité pour l'Europe, c'est de nous envoyer des conserves. Oui. Ça commence comme ça. Alors c'est vrai que le programme d'Elisabeth Borne sur cette alimentation durable, il a un intérêt parce que c'est la diversification vers les fruits et légumes. Donc, bio, c'est peut-être plus compliqué tout le temps, mais en tout cas, c'est déjà une belle approche de produits frais. Voilà, donc ça, on travaille beaucoup là-dessus. Et je veux dire, on a organisé 2 postes. On a un coordinateur régional qu'on a décidé auprès des 5 banques. C'est moi qui m'occupe de ça pour la région PACA. Et on essaye d'avoir la sensibilité locale à chaque fois et de faire avec les collectivités des points de ramassage qui soient un peu massifiés, parce qu'il y a une pertinence logistique qu'il faut prendre en compte.
voilà, l'interopérabilité est très, très, très importante. Il ne faut pas que les producteurs en fassent le matin, chaque petit producteur, bon, il faut massifier, il faut essayer de trouver, donc ça veut dire des accords avec les CCAS, ça veut dire des accords avec la Chambre d'agriculture, ça veut dire des accords avec toutes ces organisations qui sont parasyndicales également, mais ça a un sens. Ça a un sens parce que ça va pousser aussi, ça devrait pousser à une intensification de la production locale. Si derrière, on peut acheter tous ces produits et surtout au bon tarif. Et non pas non plus à chaque fois tirer sur la corde pour ces petits producteurs-là, parce qu'ils se limitent, eux, en production, parce que justement, les prix ou les marchandises risquent de leur rester sur les bras. Donc si derrière, on reprend, ça va pousser quand même à une meilleure production locale. C'est ce qui est aussi initié un petit peu à travers les PAT, là, les parlementaires territoriaux, où on essaye de travailler un petit peu dans... C'est ça. Alors on travaille avec ça. Le coordinateur régional travaille avec ça. Et on a créé aussi régionalement un poste de prospecteur commercial, mais alors là, complètement orienté pour l'agroalimentaire, mais industriel, à un certain niveau. Alors, le Var est pauvre, mais les Bouches-du-Rhône sont riches. Donc déjà, là, on travaille beaucoup plus avec Marseille sur ces possibilités-là. Et bon, on vient de démarrer ça il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, il faut peut-être attendre encore une année pour arriver à des résultats qui soient notifiables, je crois. Mais c'est une bonne démarche. Et si on reprend un peu plus concrètement pour bien comprendre en fait l'ampleur de vos missions, parce que là on a bien vu que en fait on n'a pas imaginé, on n'arrive pas à imaginer tout ce que ça représente en fait comme travail, le fait de gérer une banque alimentaire. Et est-ce que concrètement ça veut dire que vous alimentez combien d'associations à peu près dans le Var? Dans les associations, on en est à 85. 85 associations pour être très précis, qui rayonnent en fait sur tout le Var. Oui. Et donc, du coup, qui viennent s'alimenter pour partie chez vous et pour partie de façon un peu autonome avec des partenariats qui sont faits aussi à leur échelle de leur territoire. Parce que vous, en fait, vous distribuez les associations, vous ne faites pas de la distribution directe bénéficiaire. Non. Okay. Mais par contre, si vous voulez, il y a des associations qui sont en capacité de venir chez nous. On prépare les palettes, hein, on prépare un menu mensuel. Comme je vous parlais tout à l'heure du camembert nutritionnel, on fait ça avec un médecin biologiste, on prépare en fonction de nos stocks. Ensuite, ce menu mensuel, il est décliné en fonction du nombre de bénéficiaires par association. Et nous préparons la totalité de leur palette, ils n'ont plus qu'à venir la chercher quand ils peuvent venir la chercher. S'ils ne peuvent pas, c'est nous qui livrons. Donc, si vous voulez, on va jusqu'à Riance, on va jusqu'à Gina-Servi, on va jusqu'à Combe-sur-Artuby. Enfin, on a développé. Ça faisait partie d'un projet qu'on a mis en place il y a 3 ans, pour lequel on a été lauréat. C'était, je dirais, la desserte des zones blanches, qu'on appelle les zones blanches, qui sont déficitaires en tissu associatif. Donc, on a organisé avec les CCAS, on a 10 CCAS qui nous ont rejoints, et on va livrer, et eux, on prépare tout. Et eux n'ont plus qu'à distribuer les paniers aux bénéficiaires. Donc, on va continuer à développer ça, mais sous réserve que l'Europe puisse retrouver un niveau d'alimentation qui nous convienne. Parce que pour l'instant, c'est nous qui cherchons. Mais ce n'est pas qu'on ne veuille pas chercher, mais il faut trouver. Ah oui, parce que si je comprends bien, donc il y a l'Europe qui vous fournit une bonne partie des denrées. Une partie des denrées. Et on va dire 25%. Oui, on va dire 25%. D'accord, donc à peine un quart finalement des denrées. Et donc vous, après, à côté, vous êtes obligé d'aller chercher, créer des partenariats avec d'autres plateformes pour pouvoir en fait alimenter ça. C'est ça. Mais on a créé aussi des systèmes, ce qu'on appelle tripartites. C'est-à-dire qu'il y a des zones où on ne peut pas aller parce qu'elles sont trop dispersées dans le Var. Donc par association, on crée une relation entre les centres de commerce commerciaux et l'association. Et c'est nous qui baquons la relation administrative, les certificats de défiscalisation, etc., etc. Et surtout, chaque association, elle est habilitée régionalement. Donc, elle a une habilitation régionale qui est sous notre contrôle dans le sens de la sécurité alimentaire. Donc, on a des chargés de mission qui vont visiter chaque année les 85 associations et qui vont voir si tout est aux normes en termes de garde, enfin, la chaîne du froid, principalement. Parce qu'après, je reviendrai sur le froid, c'est extrêmement important. La chaîne du froid et puis les conditions de distribution.
et aussi le On reste dans respect. l'agroalimentaire et qu'il y a quand même des normes à respecter par Oui. rapport à ça. Et je crois qu'on a été plus contrôlé à la banque alimentaire que ce que peut l'être un commerce classique ou un Ah ouais. restaurant. Le restaurant, je ne citerai pas les noms ni les villes, mais ça me va parce que on a reçu très récemment une visite impromptue un matin à 9h. C'est la répression des fraudes et les responsables vétérinaires. Mmh. Et en fait, ils ont passé 3h30 avec nous, ils ont visité nos 2000 mètres carrés, les chambres froides, les machins, les trucs, etc. Et puis, ils sont sortis, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, et le responsable vétérinaire m'a dit, écoutez, à la collecte nationale, c'était au mois d'août qui était passé, je serai là, je viendrai vous aider. Et il est venu avec son épouse participer au tri. Ah, génial. J'ai trouvé ça, Ouais. ce cheminement adorable, quoi. Ouais, complètement. Parce que finalement, si par exemple vous avez un contrôle et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, vous n'êtes pas sanctionné par rapport à certains peut-être restaurants ou privés, qu'est-ce qui peut se passer si il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement? Ça veut dire qu'on a des trous dans la raquette et qu'il faut les boucher. Ouais. Mmh. Déjà, ça commence comme ça, et Mm. puis quand même, quand on donne un aliment, il faut valider que. Alors, c'est très, très, très complet ce qu'on fait, hein, parce qu'on a une chambre froide et j'ai un garçon un monsieur qui est en insertion, et il contrôle toutes les DLC, les produits que nous recevons. Mmh. Ça commence comme ça. Après, tout ce qui est surgelé, on a une chaîne de froid qui est sans problème, quoi, je veux dire, parce que on a 150 palettes en moins, en moins 20, moins 25 degrés chez Idélis, c'est un partenaire à la Farled. Donc tous les matins à 6h, on va chercher 2 à 3 palettes en fonction de nos besoins. Et ça rentre directement en camion frigo, du frigo extérieur jusque dans notre frigo intérieur, où on est équipé pour les recevoir. Et de là repartent dans la matinée, etc., tous les produits qui sont nécessaires aux associations. Donc tout ça est sous contrôle et il faut. Parce que vous, à travers les chargés de mission, vous avez dit tout à l'heure qu'ils allaient visiter les 80 et quelques associations. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous avez une responsabilité dans la redistribution après auprès du public? Ben, on a la responsabilité de contrôler que l'association fait les choses normalement. D'accord. Alors, on n'est pas des policiers dans la méthode, non, hein, bien sûr. on est du conseil. C'est du partenariat, hein, ce que j'explique toujours aux associations. Quand on fait des assemblées générales, ils disent vous êtes chez vous, faut pas. Oui, puis c'est vrai que alors, ça justifie pas, mais c'est que pour beaucoup être beaucoup avec des épiceries sociales et autres, il y a une telle bonne volonté de la part de chacun qu'en fait, c'est vrai que comme oui, le but c'est pas de les rendre malades après les gens. C'est ça. Voilà. Et puis tout le monde est tellement dans la bienveillance et autres que c'est vrai que c'est, comme vous dites, c'est pas un contrôle. Non. Du siège, c'est vraiment du comment améliorer cette Tout à fait. distribution. Tout à fait. Alors on a un partenaire qui s'appelle Picard, qui chaque année nous donne des gros congélateurs gratuitement, un peu dans la région qu'on va chercher et qu'on redonne aux associations. Et c'est des gros congélateurs vitrés que vous voyez quand vous allez chez Picard, etc. Donc, à chaque fois, on veille à ce que tout marche et que voilà, ça aussi, c'est notre rôle. Et puis, il y a toutes je dirais, on forme les gens, il y a un système de formation, on a des formateurs qui viennent de Paris, on fait 3-4 formations pour les associations chaque année, on forme à peu près 12 responsables, ce qu'on appelle RISA, les responsables d'hygiène et de la sécurité alimentaire, on les forme toujours avec un cahier des charges bien précis, etc. Mais la déclinaison sur le terrain, c'est comme chez nous par exemple, on sous-contracte avec vraiment des professionnels. Par exemple, pour les chambres froides, c'est vérifié, c'est les bactéries, etc. Tout ça, c'est très, très sensible. Hein, il faut faire attention à tout ça. Ouais. Donc nous, quand on va, bien sûr, là, c'est plus facile parce que ce sont des congélateurs fermés. Mais on veille à ce que, par exemple, il n'y ait pas de périmé dans un frigo. Parce que ça, c'est strictement condamnable. Donc on a eu effectivement 1 ou 2 cas Alors après, vous allez avoir des gens qui disent oui, on m'a donné du périmé, mais peut-être qu'eux n'ont pas regardé les DLC, ils ont gardé un peu trop dans le frigo aussi. Oui, complètement. Ouais. Donc là-dedans, il faut faire attention à tout. Ça veut dire qu'en amont, il faut être vigilant déjà, et puis éduqué.
Puis ça doit être tellement difficile à gérer, comme vous dites, d'avoir que des dates très courtes et d'être super réactif entre le moment où on vous donne la date qui est bonne encore pour 3 jours, le temps que ça passe chez vous, que ça reparte à l'association. C'est que moi, pour avoir participé à plein de distributions, on voit quand on distribue aux personnes, c'est voilà, c'est bon jusqu'à demain ou après-demain. Et c'est vrai que ça amène vraiment chez ces personnes un sentiment de on est vraiment le fin fond du panier parce qu'on nous donne ce qui est plus bon, quoi. Mais comme disait, il y a une éducation derrière aussi d'expliquer que oui, il y a des DLC, il y a d'autres où que ça peut être plus consommable. Non, tout à fait. Alors, il y a la notion d'EDM, si vous voulez, des loups qu'on appelait à l'époque, qui ne met pas en risque la santé parce que ça permet de... Mais je vous donne un exemple précis qui est, quand on a commencé à gérer ça fait un moment, le lait que nous recevons, c'est de l'UHT. Donc, c'est ultra haute température. Il n'y a jamais de risque sanitaire. Il y a une date de péremption qui est une DDM indiquée sur la brique de lait, mais quand vous ne connaissez pas, si vous êtes dans une association, le bénéficiaire peut, et surtout c'est les mères de famille en général qui disent « mais votre lait, bon, il est périmé. Voilà, donc ce soit le dernier jour sur la... Et ce lait-là, il est valable 6 mois. Et vous ne pouvez pas l'expliquer. Ils ne comprennent pas. Donc, on a fait une gestion en inverse. Je me suis arrangé pour pouvoir gérer notre lait à ce qu'il ne soit jamais moins de 2 mois avant la date pour rassurer. En fait. Mais c'est simplement pour rassurer, parce qu'après, ce sont les molécules qui se séparent. Il y a la scission, mais il n'y a pas de risque sanitaire. Mais ça, je vais dans votre sens parce que c'est vrai que quand on fait des ateliers, donc avec le CODES, quand on fait avec des épiceries sociales ou autres, on travaille beaucoup justement là-dessus, sur ces représentations autour des dates qui sont, il y a les dates qu'on doit effectivement les DLC, qu'on doit vraiment être très vigilant. C'est une culture populaire où il y a vachement et c'est qu'on travaille un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a comme ce sentiment-là d'être vraiment le fin fond du maillon, où les gens, on le perçoit quand on discute avec eux, c'est très désagréable de se dire « moi, je reçois que des trucs vraiment à la limite. » Et ça, c'est pareil, c'est encore un retravail que les bénévoles dans les épiceries sont confrontés à. C'est pas facile pour eux. Je sais que moi, je l'ai vécu, je l'ai fait. Difficile. C'est pour ça que l'éducation est fondamentale. Moi, je pense que ce que vous faites, c'est la clé, parce qu'il faut apprendre aux gens à être conscients bien sûr des risques, mais aussi que quand il n'y en a pas, et de les accepter, d'accepter le conseil. C'est pour ça qu'on revient encore une fois, le conseil, ça veut dire qu'ils sont éduqués aussi en amont. Donc on met tout ça en œuvre parce que l'habilitation régionale est sévère. Elle est délivrée par la préfecture de Marseille, à juste titre. Elle est sévère. Donc vous déposez un dossier quand vous êtes une association pour être éligible, vous devez avoir l'environnement, l'hygiène qui va avec, le local, etc. Et maintenant, si vous voulez, on est rentré dans un système, et là on a des difficultés, on informatise de plus en plus, c'est normal, pour avoir des données statistiques, l'État l'exige, et puis vous avez dans les bénévolats, vous avez des personnes qui sont à un certain âge, et l'informatique, toujours compliqué. Donc on fait aussi des cours, on a une personne adorable chez nous qui fait ça, qui crée des relations. D'ailleurs, depuis qu'elle est là, ça s'est nettement amélioré. Parce qu'il faut quand même avoir des chiffres précis sur ce que l'on fait, sur les résultats qu'on a. C'est comme ça qu'on peut évoluer après. Et pour l'expliquer, c'est toujours pas évident. Et du coup, est-ce que, parce que la Banque alimentaire, c'est un réseau national, est-ce qu'il y a une coordination entre chaque département, région Oui, il y a une solidarité. Alors, il y a la fédération. En fait, c'est une fédération. Donc, elle n'a pas, je dirais, autorité sur la gestion. On est en gestion autonome, à l'inverse de certains de nos collègues. Si vous voulez, c'est pas pyramidal. Non, c'est une entreprise qu'on gère. Voilà. Donc, on nous a donné ça. Donc, quand je suis arrivé, il y avait des gros problèmes de perte d'argent, etc. La fédération n'intervient pas. Elle vous met sous tutelle si ça ne va pas. Elle essaie de trouver des voies et moyens, mais elle ne finance pas. C'est normal, il y en a 80 banques. En France, ce serait quand même très compliqué. Donc, on est autonome de gestion, mais par contre, on a un réseau très serré et solidaire. Une banque manque de produits, on passe sur un réseau intégré et on demande si quelqu'un a ce produit qui est chez lui. Oui, parce que la production, selon les régions, n'est pas la même. Et puis les dons. Je travaille beaucoup avec la Banque alimentaire de Lille. Elle a la chance d'être à côté de la Belgique
et aussi qu'il y ait des plateformes, de l'agro-industriel très développées. McCain, il y a Picard, il y a des usines de production, donc ils ont toujours des lots en surproduction, et je me fais à chaque fois aider par la banque alimentaire. Alors j'envoie un camion, enfin, je paie un camion de transport, et ça me ramène le kilo à 10 centimes en valeur mercuriale, hein, donc je peux faire l'effort. Et donc cette solidarité existe. Et on a un service aussi structurant, la FFBA, qui s'appelle donc ce fameux ClickDon, là, qui est une base de logiciels qui est connectée avec des gros industriels et qui offre à un moment donné des lots. Alors ils les répartissent en fonction des régions. Alors là, c'est en fonction de votre rapidité à répondre. Oui. En fait, ça c'est important. Tous les jours, il faut être sur le pont pour essayer de dire je capte ça. Et même si vous avez répondu, vous n'êtes pas sûr de l'avoir, mais c'est la guerre en permanence pour rechercher des produits. Mais c'est un bon esprit. Ça nous pousse aussi à être plus réactifs, etc. Donc tous les matins à 6h30, je regarde et puis Ah oui. Oui, ça c'est moi, ça, les ressources alimentaires. C'est fondamental pour nous. C'est la clé, hein, si vous n'avez rien. Voilà. Donc ça marche bien. Et il y a aussi un réseau. Dans la FFBA, il y a le mécénat. En fait, il y a des mécènes. Il y a des mécènes qui affichent et des mécènes qui n'affichent pas leur participation. Et là, dans mon atelier cuisine, transformation, hier, j'ai reçu un message de la FFBA. Carrefour et 2 mécènes inconnus, enfin inconnus pour nous, anonymes, vont donner 30 000 €. Bon. Donc en ce moment, notre plot, elle commence à monter. On a lancé l'idée, on a planté, ça pousse, et puis on va pouvoir payer. Donc c'est quand même intéressant. Et cet esprit-là, la FFBA là. Et c'est important. Parce que vous avez dit vous me disiez que c'est long à mettre en place toutes ces actions, en fait, qu'il faut mettre des graines et puis que petit à petit, ça arrive. Oui, puis il y a un bel exemple, c'était on louait nos entrepôts à un propriétaire qui est riche, qui était riche, un gros entrepreneur gardéen, et vers ses 90 ans, j'allais l'embêter presque 2 fois par semaine, en disant quand est-ce que vous nous vendez? Et sa sœur est décédée, ça s'est passé l'année dernière. Je raconte que c'est une belle histoire humaine de sa part. Sa sœur est décédée, ça lui a fait un choc. Et du coup, il a envoyé son chauffeur venir me voir en me disant il est d'accord de vendre. Mais 2000 m² d'entrepôt, je payais 11 000 € de loyer par mois. Oui, c'est énorme. Non. 2000 m² d'entrepôt, c'est du boulot. Je fonce chez lui. Et moi, j'avais fait mes calculs à moi qui n'ont rien à voir avec la réalité de l'immobilier du coin, ça je vais vous dire, rien. Et je le regarde et je dis, ça vaut 1,2 million. Il me regarde, il me dit, 1,250 000. Alors, il m'a tapé dans la main et on a réglé ça. Ça vaut 1,8 million. Expertisé. Donc ce geste-là, il l'a fait sciemment parce que lui, il est Et malheureusement, son épouse est décédée quelques semaines après. Et lui, il est décédé avant qu'on signe l'acte de vente. On avait signé le compromis ensemble, quelques mois après. Ils sont tous décédés la SCI est décédée. Donc je lui rends hommage à chaque fois parce que, en fait, il a fait un beau geste à la Banque alimentaire. Et du coup, ça nous permet, nous, d'avoir un emprunt qui est moins élevé que le loyer que nous payions, grâce à la BNP, qui nous a aussi beaucoup accompagnés. Et, parce que moi, quand j'ai acheté, je n'avais pas de sous. J'ai tapé dans la main, mais je n'avais rien. Rien, je n'avais pas un sou. Et non, mais je me suis dit, qu'est-ce que je risque? On va voir. Et en fait, j'ai un ami qui était un ancien conseiller financier de la BNP. Il m'a dit, attends, je vais t'envoyer des gens de la BNP. Ils sont venus analyser nos bilans, ils ont regardé la mission. Ils ont été très intéressés par l'esprit de la mission. Bon, bien sûr, les bilans étaient corrects, sinon ils ne l'auraient pas fait, ce sont des banquiers quand même, mais avec un esprit quand même RSE, quoi. Déjà, on a évolué dans ce monde-là. Et ils nous accompagnent maintenant. Vous allez dans un guichet BNP aujourd'hui, vous allez voir
un gilet orange, la banque alimentaire, les petits pots bébés si vous voulez les déposer, etc. D'accord. Donc ils nous accompagnent toute l'année. Mhm. Et puis ils viennent à la collecte, ils viennent également trier, etc. Donc on essaie aussi d'inculquer un esprit. Oui, de solidarité entre Ouais. tous. Et les RSE font beaucoup. Hein. Je vois le Veolia ici, mais aussi largement d'ailleurs maintenant. Ils viennent nous voir régulièrement. Et puis là, j'ai eu la visite du Crédit Agricole qui s'intéresse, le Crédit Mutuel, grâce à Paris, qui s'intéresse. Enfin, bravo, Oui. c'est une belle chose. Hein. Du coup, si ça vous aide à mettre tout ça en place, donc la cuisine et autres, tout pour faciliter. Ça évolue dans le bon sens, entre guillemets. Hein, oui, parce que pour répondre à cette précarité qui grandit, il faut un outil performant. Si vous bricolez à l'épicerie du coin, ça ne va pas le faire. Donc, moi, je vois pour faire face à 100% d'augmentation en 5 ans, vous imaginez le travail de fond qu'on a dû mener. Il faut que ça suive derrière. Les camions, la sécurité, parce qu'on est une entreprise. Et on a les mêmes contrôles qu'une entreprise classique, les mêmes responsabilités. Le président est responsable de tout, pénalement. Il n'est pas payé, surtout. Mais il est responsable de tout pénalement. Alors, on a du mal d'ailleurs à imaginer les relèves, parce que quand on dépeint un tableau, moi je travaille 5 jours par semaine, je ne parle pas d'argent, ça n'a aucune importance, mais cette responsabilité permanente de tout. Donc ça vous pousse à être vigilant, mais vous n'avez pas les mêmes moyens qu'une entreprise classique. Donc il faut aller chercher les fonds. Heureusement, il y a des gens compréhensifs. Oui, et puis que ça repose quand même beaucoup sur du bénévolat. Et donc, le bénévolat ne se gère pas du tout comme des salariés. Pas du tout. Donc, c'est une position assez compliquée quand même. Oui, et qui est agréable parce que cette mixité sociale, elle est riche. Ils se font des amis entre eux. Ça crée un effet. Il faut que l'esprit, il faut que les gens viennent avec le sourire. Mais après, moi, je suis intimement persuadé qu'on n'arrive pas à la banque alimentaire en tant que bénévole ou dans une épicerie par hasard, en fait. C'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui fait écho et qui a envie d'aller dans ce sens-là. Moi, j'ai fait 15 ans d'Afrique et j'ai vu tellement de misère qu'on participait comme on pouvait, bien sûr, mais elle est partout. La misère, la précarité, c'est partout. Chez nous comme ailleurs. Chez nous, elle galope aussi. Ouais. Mais heureusement qu'il y a des entreprises, des associations comme vous qui, justement, géraient ça et qui rayonnaient, voilà, qui arrivaient en fait bénévolement, encore une fois, à créer tout ça. Oui, alors ce comportement-là, si vous voulez, il est un peu dangereux. Pour l'avenir, je parle. Il est dangereux parce que la relève n'est pas là. Et c'est pour ça que j'en parlais avec la préfecture. À mon avis, il faut qu'on rentre dans une phase de professionnalisation. Parce que moi, j'ai que 6 salariés. Dans les 6 salariés, j'ai 2 salariés qui sont en train de faire du tri au frais tous les matins au froid. J'ai un autre cariste, ils sont déjà 3. Ensuite, j'ai un autre chauffeur, 4, et un adjoint au chef de dépôt qui fait tout. Et une financière seulement, une responsable d'administration. Enfin, à certains niveaux. Heureusement, j'ai un cabinet d'experts comptables, ce sont des amis, qui nous backent, et une commissaire aux comptes qui est hors pair. Donc là, on travaille à certains niveaux décontractés. Parce qu'il y a la compétence. Et cette compétence, elle est presque gratuite. Ça, aujourd'hui, ça marche. Mais demain... l'évolution, elle n'est pas... C'est ce que je... Alors, moi, tous les matins, à 6h30, je fais mes petits... Pour moi, c'est crucial. Bon. Demain matin, il faudrait qu'il y ait un employé qui fasse ça. Mais il faut le payer. Et vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un en disant dans 6 mois, je licencie parce que je n'ai pas eu ma dotation, je n'ai pas eu ma subvention, etc. Donc c'est pour ça que... Et là, je pense que ça a été pris au sérieux par et le conseil départemental et également par la préfecture pour essayer de nous aider à encore embaucher quelqu'un dans la logistique, par exemple, qu'on puisse transmettre aussi. Oui, pour s'assurer un peu de la suite. Bien sûr. Bien sûr. Parce que, et puis, il y a un énième problème. La retraite passée à 64 ans. Moi, attention, je ne fais pas de politique, et puis je pense que c'est même une nécessité, donc je n'en discute même pas. Et simplement, c'est que les gens partaient à 60 ans, à 4 ans de moins, à un certain âge, ça peut changer. 4 ans après, on dit, est-ce que j'ai encore envie de faire du bénévolat?
Je suis arrivé à un certain âge, j'ai peut-être envie de voyager, j'ai peut-être plus envie d'eux. Et ça sera un peu plus difficile. Ça, il faut pas le cacher. Donc, c'est pour ça qu'il faut professionnaliser. Ça, c'est mon avis. Et les modèles économiques aussi ne sont pas forcément toujours les bons. Le nôtre, je trouve qu'il est bien, dans le sens où on est responsable de nos succès et de nos échecs. Donc, on apprend de ses échecs, hein. C'est un peu l'expérience qui le fait. Et les succès, je dirais que ça fédère autour de nous. Parce que quand on fait de bons résultats, qui sont de mauvais résultats pour la conjoncture, bien sûr, sociale, mais il faut en faire profiter tout le monde, il faut en parler, etc. Donc ça, quand vous êtes en mode de fonctionnement entreprise, c'est mieux qu'en pyramidal. J'y crois beaucoup plus. Parce qu'il y a une proximité qui est... les gens se sont attachés à la banque alimentaire, ils sont là tous les jours, ils sont attachés à la banque alimentaire. Et pour nous, ce modèle-là est un bon modèle, je pense. Il n'y a pas d'interventionnisme de la part de la fédération, il n'y a que du conseil, de l'aide, et après, à vous d'essayer de faire les choses au mieux. Quoi. Oui, travailler après en réseau. Ah oui, non, ça, jamais j'aurais pu, par exemple, travailler au Resto du Cœur, avec qui j'ai des bonnes relations, hein, c'est pas le sujet. Mais la méthode ne me convient pas. C'est une directive, je dirais, verticale, et pas de responsabilité locale. Enfin, on subit, quoi. Et si on n'est pas d'accord, ben on n'est pas d'accord, c'est tout. Tandis qu'on peut, voilà. Mais n'empêche pas ce qu'ils font, c'est bien. Oui, bien sûr, c'est juste un mode de fonctionnement différent. Oui, tout à fait. Vous êtes plus du coup sur de l'horizontal. Oui, tout à fait. Du coup, on va conclure parce qu'on est bien au niveau timing. C'était très intéressant. J'ai trop parlé. Non, mais justement, c'était passionnant. Enfin, moi qui connaissais pas trop comment justement ça fonctionnait. C'est le but en fait de ce podcast, hein, c'est d'un peu d'expliquer, certes avec le lien avec le CODES, mais aussi des noms qu'on connaît comme ça d'associations, mais d'expliquer vraiment le fonctionnement, c'est plutôt intéressant. Donc peut-être un petit mot pour conclure, à part qu'il faut donner des petits pots pour bébé aussi. Ça, on va retenir. Et des couches, parce que c'est très cher. Des couches. C'est très cher, les couches sont très chères. Et du coup, c'est quoi la suite, le lien CODES avec la banque alimentaire? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochains... On va voir par rapport à cette cuisine qui est en train d'être créée, qui sera avant cet été potentiellement, c'est ce que vous m'avez dit. Et après voir comment est-ce qu'on peut accompagner justement à cette mise en place et à la réalisation en fait, d'ateliers au sein de cette cuisine. Eh bien super, on essaiera de suivre ça. Juste une petite question, dans le cadre de la cuisine, il y a une banque alimentaire dans le centre de la France, je ne sais plus laquelle, où l'ARS avait détaché, dans le cadre de ses ateliers cuisine, une diététicienne. Est-ce que ça fait partie d'un programme qui peut exister? Je sais pas, je pose la question. On en a quelques-unes là, qui traînent dans le couloir. On peut en attraper une au lasso. Non, parce que c'est l'esprit. Oui, mais après, nous, la majorité des intervenants, pas tous, hein, mais la majorité des intervenants dans CODES 83 sont quand même. Oui, non, mais j'ai quand même pas mal de diètes. Donc, je le ressens bien. Non. Et puis cette relation ARS, parce que moi, je le fais de temps en temps avec. J'ai un ami à Marseille qui est très investi pour le diabète, etc. Donc, il fait partie à chaque fois. Il me demande à chaque fois, s'il est un peu âgé, plus âgé que moi, donc c'est beaucoup. Et je vais l'accompagner, donc il est toujours une espèce de passerelle avec l'ARS sur le diabète pour les banques alimentaires. Donc, il va dans des missions comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé l'ARS aussi, comment, etc., en dehors de l'éducation. Quel est son rôle? Comment pourrait-elle être plus impliquée? Parce que quand même, la CPAM nous a fait vraiment grand plaisir à voir l'intérêt qu'elles ont porté à la mission. Hein. Ça, c'est quand même... Mais je suis sûr que l'ARS va écouter ce podcast. Ils sont les bienvenus. Ils se rappelleront de nous pendant la Covid où on les a hébergés quand ils avaient des problèmes, avec la Croix-Rouge d'ailleurs. Et donc voilà, nous on est ouverts. Voilà. On est ouverts à tout. Eh ben, merci beaucoup, c'était très, très intéressant. Et du coup, on suivra un peu cette histoire d'atelier cuisine. On ira voir, on mettra des photos sur les réseaux sociaux pour suivre un peu. Parce que ceux que les locaux, on ne l'a pas dit, mais ils sont juste là à la garde. Hein. Ils sont vraiment, oui, et je vous invite à venir les visiter. Ça va vous donner une idée de ce que c'est. C'est toujours impressionnant parce que c'est grand. Et puis, vous verrez le nombre de palettes, les gens qui travaillent. Ça donne le sentiment d'une ruche.
Ouais, bah, ça va être, Ouais. ça va être Ah oui, intéressant oui, c'est très intéressant. à venir voir. Mm. Et ben merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Podcast Santé. Et merci à vous.